Ce colloque permettra de faire un état des lieux des recherches en cours ou achevées à Madagascar et d'autre part de faire émerger de nouvelles problématiques de recherche pour l'amélioration de la santé des femmes et des enfants. Puisque les femmes et les enfants malgaches sont exposés à de nombreuses problématiques de santé qui mettent en jeu leur vie. Désormais, l'anthropologie a sa place dans nos programmes de recherche, même pour les plus techniques. Et c'est vraiment un honneur pour nous donc d'abriter ce colloque, ce premier colloque de la francophonie, qui est un grand privilège pour Madagascar, mais aussi pour moi c'est une rencontre de partage, un colloque de partage entre les différents acteurs de santé. Le concept de banalité du mal, développé par la philosophe Hannah Arendt dans son ouvrage bien connu, c'est qu'à des échelles différentes bien sûr, les mécanismes de dilution des responsabilités dans un enchaînement de faits néfastes à la vie humaine se répètent à l'identique, dans tous les lieux où la souffrance et l'humanité des personnes disparaissent derrière la vitre opaque de l'indifférence, des logiques administratives ou gestionnaires. Le colloque marque, je pense, 2 ans de réflexion très active qui ont eu lieu à l'IPM sur la mise en place d'une cellule anthropologie qui existe déjà donc, au sein de l'Institut. Au niveau du réseau Pasteur international, c'est une thématique de recherche qui commence à petit prendre sa place, mais qui ne fait pas partie des thématiques classiques et des thématiques évidentes et habituelles de Pasteur. Et pour autant, l'anthropologie, la démarche en recherche anthropologique s'inscrit totalement dans la vision pasteurienne. Totalement dans la mesure où Pasteur, historiquement, est allé, exactement, quand il est allé s'occuper des problèmes qui étaient rencontrés par les vignerons, par les éleveurs ou des éleveurs de vers à soie, etc. Bien sûr qu'il s'est préoccupé du contexte, c'est-à-dire qu'il s'est préoccupé des potentielles maladies qu'il était en train qui étaient décrites, mais il s'est aussi préoccupé du contexte. Donc s'intéresser au contexte par la démarche anthropologique fait partie totalement de la vision pasteurienne. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je crois qu'à l'IPM, il y a eu une démarche assez proactive par mon prédécesseur qui a été mis en place de réfléchir justement à l'intégration de cette démarche-là au sein de nos unités de recherche. Aujourd'hui, on a déjà fait de grands pas en avant dans la mesure où de nombreux projets de sciences plus classiques, que ce soit en épidémio, que ce soit en bactériologie, que ce soit en immunologie, peuvent intégrer désormais des composantes de recherche anthropologique. Et je crois que ça, c'est la première chose qu'on va affirmer et qu'on souhaite que dans notre stratégie de développement, ça fasse partie intégrante. Je trouve qu'il y a des sujets aussi sensibles que la question de l'avortement, que la question de la procréation médicalement assistée, que tous les sujets autour de la fertilité, de la fécondité, qui sont des sujets qui sont difficiles à aborder, quelle que soit la société, quel que soit le contexte. Et avoir la possibilité d'entendre des voix, et je pense principalement aux voix qu'on a entendues du public, c'est très intéressant, c'est très riche comme échange. L'étude anthropologique surtout se base en essayant d'apporter des explications, des réponses sur comment, pourquoi, sur les consommations alimentaires inadéquates et pourquoi l'enfant est souvent malade. On est très contente parce que finalement du premier jour jusqu'au dernier jour, les salles étaient bien fournies, bien remplies. À l'IFM, il y avait beaucoup de représentants des institutions, en plus des chercheurs et des étudiants. Et là, à l'IPM, les 2 jours, la salle était vraiment pleine. Donc on a compté jusqu'à 140 personnes, entre 100 et 140 personnes les 2 jours, avec des publics très diversifiés, des étudiants de différentes filières, des anthropologues, mais aussi des représentants d'autres disciplines comme des épidémios, des démographes. Donc c'était de vraies rencontres aussi entre disciplines. Oui, pour la plupart, si on voit une photographie de la salle, pour la plus grande majorité, c'était des malgaches, donc des étudiants. Et Dolores a oublié de préciser aussi les représentants des ministères, des différents ministères.
Donc oui, notre objectif est plus qu'atteint en termes de personnes. Oui, moi je trouve également que les gens se sont exprimés. Je voulais rajouter à ce qui a été déjà dit qu'il y avait également des représentants des partenaires techniques et financiers, ce qui est important parce que l'idée du colloque, c'est bien sûr de réfléchir aux grandes problématiques de santé concernant la mère et l'enfant, mais également de voir comment on peut travailler ensemble autrement, mieux. Et je crois que c'était très important comme participation. La parole a vraiment circulé. Ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu des débats parfois houleux parce qu'on ne parlait pas toujours le même langage. Le niveau de connaissance en anthropologie était différent, mais je pense que les débats et les grandes questions ont été abordés. Est-ce que vous avez réfléchi dans ton équipe sur des façons quelconques où ça pourrait atterrir concrètement dans la réalité, ça? Je pense que ce colloque nous a permis de relever, de se demander d'avoir beaucoup de réflexions sur la problématique de l'offre de services à Madagascar. Parce que souvent, on sait très bien que beaucoup de femmes et des enfants n'arrivent pas à avoir les services qu'ils devraient avoir. Et maintenant, la question c'est pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les femmes ne viennent pas au centre de santé pour accoucher, par exemple? Pourquoi on a toujours les taux basses, par exemple, pour le service de base pour les enfants, c'est-à-dire il y a la vaccination, il y a la supplémentation, beaucoup de services en fait que les mères et les enfants n'ont pas accès. Donc la question c'est pourquoi pas, et je pense que le colloque nous a permis d'avoir les experts internationaux qui nous ont rejoints pour vraiment pouvoir discuter ensemble, en fait d'avoir leurs avis au niveau international, mais aussi de nous permettre aussi de voir qu'est-ce qu'on a fait, quels sont nos problèmes et comment est-ce qu'on peut arriver ensemble à des recommandations et des solutions. Personnellement et au nom de mon organisation, on attendait beaucoup de ce colloque et nous avons même été plus ou moins partenaires avec vous, avec les organisateurs. Nos attentes, c'est que nous travaillons dans un contexte souvent qui est marqué par les pesanteurs culturelles, les pesanteurs sociales. Et donc pour nous, ce colloque a été vraiment une porte d'entrée pour essayer de nous apporter quelques solutions à comprendre les défis anthropologiques et sociologiques qui peuvent expliquer les comportements, le recours aux soins de santé, le comportement des patients, des médecins et de tous les acteurs en matière de santé de la reproduction, santé en général. Et donc pour nous, ça a été un point fort, parce que nous avons beaucoup appris des nationaux, mais aussi de l'extérieur. Donc ce partage d'expérience est vraiment un point fort qu'il va falloir perdurer. Et si je prends l'exemple du paludisme, eh bien, cette efficacité des grands programmes va dépendre de nombreuses choses, comme des résistances. La résistance du parasite aux médicaments. Dans la recommandation de l'OMS, par exemple, il est le plus souvent bien inscrit et bien indiqué qu'il faut que ce soit adapté au contexte et qu'il faut mener des recherches opérationnelles pour adapter toutes ces mesures générales aux conditions du terrain. Eh bien, en général, ces fonds dédiés à la recherche opérationnelle soit ne sont pas utilisés, soit sont détournés pour des recherches purement académiques qui n'ont en réalité pas d'impact sur l'application des mesures, ou carrément ignorées en fait. On ne peut pas imaginer que ce qui a été conçu dans un endroit de la planète, forcément va marcher ailleurs. Et en particulier à Madagascar, qui a une particularité, un particularisme tout à fait spécifique. C'est ni l'Afrique ni l'Asie, c'est Madagascar. Comment peut-on imaginer que ce qui a été imaginé ailleurs puisse forcément marcher tel quel ici à Madagascar ? Donc, et ça c'est vrai pour tous les pays en réalité, pour toutes les communautés. Donc le prêt-à-penser fait des ravages. Les gens qui sont aux manettes, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les organisations internationales, parfois peuvent être tentés finalement de se contenter d'appliquer les recommandations, les recettes, sans faire une quelconque réflexion, sans faire l'effort, sans prendre de risques aussi finalement. Et aussi parce qu'ils sont, à mon avis, parce que d'abord il y a un problème de compétences global. Il y a un problème de compétences pour pouvoir prendre en compte et s'accaparer les produits de la recherche, produits de recherche opérationnelle, et en particulier l'anthropologie de la santé. L'idée, c'est justement comment faire en sorte que les politiques et les stratégies de santé
puisse s'intégrer dans la culture locale. Mais l'idée n'est absolument pas de changer la culture. Et ça, je crois que c'est une erreur qui est faite régulièrement, en tout cas un contresens qui est fait dans la démarche anthropologique. L'idée n'est pas de changer la culture, l'idée est de mieux la comprendre pour, au contraire, adapter nos politiques et nos stratégies. On l'a trouvé aussi dans le domaine de la santé. Je vous cite quand même quelques exemples dans la santé. C'était avec la lutte contre la malnutrition infantile. Je crois que nous devons, premièrement, essayer d'être le moins normatif possible, donc de ne pas faire de jugement de valeur, dans l'espace de la recherche, bien sûr, et nous méfier aussi de nos propres préférences, de nos propres... notre métier est d'essayer de comprendre et d'écrire la réalité, c'est pas de la peindre aux couleurs de nos désirs et de nos envies. Mais en même temps, nous sommes aussi des citoyens. En tant que citoyens, nous avons des points de vue normatifs. En tant que citoyens, nous avons certaines idées sur ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc je pense qu'il faut arriver à combiner ça. Et je pense que la meilleure façon de le combiner, c'est de le faire dans deux moments ou deux espaces différents. Si je suis dans l'espace de la recherche, je vais le prendre autrement. Avant la recherche, dans la détermination de mes sujets de recherche, je vais avoir des interventions citoyennes dans ma tête. Je vais prendre tel ou tel sujet parce qu'il me semble plus important pour la connaissance, mais aussi pour la société. Par exemple, nous attachons, en tout cas dans notre laboratoire, nous attachons pas mal à prendre des sujets qui ne soient pas simplement académiquement intéressants, mais qui soient aussi socialement, politiquement, au sens large, intéressants. Qui soient donc des enjeux, pas simplement de connaissances, mais aussi des enjeux de société. Mais on doit faire les deux. On ne fait pas des enjeux de société pour baisser la garde en termes d'enjeux de connaissances. Il faut qu'on continue à faire de la production de connaissances de qualité. Mon métier est d'essayer de comprendre la logique et la rationalité et des gens que j'ai en face de moi. C'est-à-dire essayer de comprendre le point de vue d'un interlocuteur. Dans quelle mesure peut-on considérer la religion comme un facteur de risque en santé publique? Qui est tabou. Bien entendu, l'anthropologue est un homme comme les autres au départ. C'est clair qu'il y a des considérations personnelles qui sont à prendre en cause. Mais par contre, il est aussi un professionnel. Et comme anthropologue, nous avons un mandat. Ce mandat-là est quand même de donner la parole à la population même. C'est-à-dire, non pas simplement de porter attention au savoir expert, au savoir des autorités, qu'elles soient médicales, qu'elles soient religieuses, etc. Enfin, pas exclusivement. On donne la parole à ces savoirs experts, mais il faut que ça devienne une parole parmi d'autres. Et c'est des gens souvent qui ont déjà un droit de parole. Ils ont déjà des plateformes sur lesquelles s'exprimer. Alors que la population, à la base, la population générale, dans les problématiques de santé en particulier, elles ont très peu de voix. Et le travail de l'anthropologue est de donner la voix à cette personne-là. Là où il y a un peu un problème, c'est qu'évidemment, on a dans nos propres codes d'éthique un devoir de respect de ce qu'est cette population-là. Nous avons un devoir de ne pas créer de problèmes, de tort à la population. Donc, on est évidemment toujours un peu sur, parfois, une zone un petit peu fragile. On voudrait aborder certaines problématiques délicates pour la population, mais en même temps, on ne veut pas blesser la population. Alors, on est un peu déchiré entre, d'un côté, une préoccupation vraiment de bien documenter les gens, de leur donner la parole, de les écouter et de traduire cette parole-là, dans des publications, dans des conférences, etc. Essayer de formaliser cette parole-là. Mais en même temps, quand on dit la parole d'un groupe, alors mettons la parole des Malgaches. Quels Malgaches? Et là, c'est là qu'il y a tout la délicatesse de la chose. Alors, il y a des Malgaches qui sont de différentes origines religieuses. Il y a des gens qui sont de différentes orientations politiques ou de différents groupes ethniques. Alors, quand on dit on donne la parole aux Malgaches, on donne la parole à quels Malgaches? Et c'est là qu'il y a des enjeux éthiques aussi qui se posent. Donner la parole à un, ça implique aussi peut-être de donner la parole à d'autres pour essayer, et je pense que c'est notre plus grand souci éthique, d'avoir la vision la plus globale possible, mais dans le respect des particularités de chacun des groupes. Par contre, le souci de voir l'impact de ces paroles-là, de ces dictats religieux, de ces interdits ou des tabous religieux, d'en voir l'impact dans la quotidienneté de la vie des gens.
et de voir comment ça se traduit au niveau de la santé de la mère, de l'enfant, de la famille. Ça, évidemment, les anthropologues, eux, ils sont très bien placés pour ça. Alors, pour faire une analyse un peu des impacts de certaines positions religieuses, par exemple, positives ou négatives, hein, parce que les impacts, ils sont pas toujours négatifs, parfois ils sont positifs, mais pour mesurer les impacts concrets dans la famille, dans le vécu quotidien, là, effectivement, l'anthropologue, il est bien placé. Et donc, étant donné qu'il est le mieux placé et qu'il est outillé méthodologiquement, etc., pour le faire, ben, c'est une responsabilité éthique de le faire. Alors c'est dans ce cadre qu'on m'a parlé de rituels différents selon les terres acquises, selon les lignées du groupe de descendance qui habitent dans ce village. Vous avez dit, on est dans le Caire, on n'est pas dans le Kur. Alors, est-ce que c'est une codification? Est-ce que c'est un langage? Voilà. Alors, ce sont des mots anglais qui sont utilisés en anthropologie de la santé pour distinguer le soin, au sens de prendre soin de quelqu'un, de lui apporter des soins, de l'attention, un bien-être, notamment ça peut être dans la maladie, autour de la maladie, et les soins biomédicaux qui sont de l'ordre de la curation. Et il est évident que dans le cas où l'enfant est juste accompagné de cette attention avec ces soins qui sont des rituels, donc qui sont des soins symboliques, même si la décoction ou l'infusion peut avoir de petits effets réels sur la physiologie de l'enfant, on est surtout dans une dimension symbolique. Donc on est dans le care, c'est-à-dire dans le soin général apporté à l'enfant au sens de soins psychologiques, d'attention et d'un entourage, si vous voulez. Mais on n'est pas dans le traitement au sens biomédical du terme. Et dans certains cas, on le voit bien, des maladies d'enfants, évidemment, ne peuvent être soignées par ce type de rituel. Ça ne suffit pas à les soigner. Effectivement, il y a une très grande contradiction entre le fait que l'hôpital est très ancien, qu'il y a une tradition médicale occidentale, on peut dire, à Madagascar depuis maintenant plus d'un siècle, donc avant l'arrivée de Gallieni, et le fait que les populations n'ont pas confiance en l'hôpital. Donc on peut dire que ce n'est pas tant la question de la pratique en elle-même que de la façon dont elle est exercée à l'hôpital, je pense. C'est ça qui est important. Et ce qui a été dit déjà et ce qui va être redit, je pense, au cours du colloque, c'est toute la relation institutionnelle qui se fait dans les hôpitaux et que les populations finalement refusent en refusant d'y aller ou en y allant trop tard. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une méconnaissance de la médecine à Madagascar, mais une défiance par rapport à la pratique médicale. Voilà. Et ça pose de toute façon, au fond, plusieurs questions. C'est ce qui a été dit déjà au début du colloque, c'est-à-dire la construction de l'indifférence. C'est-à-dire que pour soigner quelqu'un, il faut certes avoir une technique, mais aussi il faut une relation, et dans la relation entre le malade et les soignants, il y a plein de choses. Et il y a la question institutionnelle, il y a la question étatique, il y a la question de la défiance, etc. Voilà. Alors je vais partir du titre du colloque, santé des femmes et des enfants, des soins domestiques. Donc chacun n'avait affaire qu'à une partie de la chaîne. Et donc d'une certaine façon, la distinction des tâches construisait un manque de responsabilité individuelle. On a la même chose dans les hôpitaux. Il y a l'entrée, il y a l'accès aux services, il y a celui qui prescrit, celui qui fait l'injection, etc. Et donc chacun ne fait que sa petite œuvre d'une certaine manière, et donc personne n'est responsable du tout qui peut conduire un enfant ou un adulte au décès. La deuxième chose, c'est qu'il y a, par rapport au dénuement des structures, des formes de mobilisation différenciées. C'est-à-dire que pour certains, on va pouvoir faire beaucoup parce qu'ils ont des moyens. Pour d'autres, on sait qu'ils n'auront pas de moyens, et donc, pour des tas de raisons, on va moins se mobiliser pour travailler pour eux. Et puis, il y a sans doute quelque chose qui touche les personnels de santé, qui est cette espèce de fatigue globale. Il fait chaud, comme aujourd'hui, par exemple, et puis on travaille, il y a du bruit, et il y a une espèce de burn-out. Et donc tout ça, ça construit une forme de banalité du mal. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a quand même des moments, alors si on le dit en termes très proches de Lévinas, il y a des moments où on rencontre le visage de l'autre.
Et à ce moment-là, quand on rencontre le visage de l'autre, alors il y a quelque chose qui est mobilisé. Et les choses qui sont mobilisées, c'est à la fois, des fois, une relation affective. On peut dire, ça pourrait être mon enfant, ou ça pourrait être ma grand-mère, ou ça me touche. Autre manière d'être mobilisé, c'est quand l'autre commence aussi à entrer en existence. Par exemple, c'est l'anniversaire d'un enfant. On finit par le savoir. Et à ce moment-là, on va fêter un peu l'anniversaire. Et on reconstruit de l'existence à la fois sociale, de l'existence morale, à l'intérieur de ces services de santé. Et donc, il y a vraiment des moments où, de la même façon qu'il y a une banalité du mal, il y a une banalité du bien, parce que l'autre se construit en existence, ou alors on réussit à le construire en existence. Je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qu'on sait sur ces enjeux de gratuité des soins. Alors je sais que gratuité, c'est un gros mot. Rien n'est gratuit, il y a quelqu'un qui paye. Je vais vous parler plutôt de ce qu'on appelle l'exemption du paiement au point de service. Le principe même de la gratuité, qu'il soit de l'école, qu'il soit de la santé, de tout, ne pose aucun souci de nature pratique. C'est un souci de nature simplement idéologique qui pose des problèmes à un certain nombre de personnes sur la planète. Et donc de faire en sorte que les gens qui fréquentent les centres de santé ne payent pas quand ils sont malades et qu'ils viennent au centre, mais qu'il y a quelqu'un qui paye quelque part pour eux derrière et qu'on arrive à trouver un financement pour ces questions autour de ça. Oui, effectivement, par rapport à la couverture santé universelle, ce qui a été le sujet le plus préoccupant, c'est comment connaître la demande des patients et comment répondre donc à cette demande qui n'a pas été toujours été un sujet traité depuis par rapport à l'offre. Mais maintenant, on est conscient qu'après les discussions, les débats qui ont été soulevés, il faut aller en premier lieu depuis le bas jusque vers le haut, avant de se lancer sur quel sujet. Mais on sait pertinemment que pour connaître cette demande de la population et particulièrement ce que la population attend donc du secteur de la santé nécessite beaucoup donc d'études. Ce qui fait que pour nous à l'OMS, on a compris que la couverture santé universelle n'est pas encore un fin en soi, mais il faut cheminer et même à long terme. Je crois que l'écologue a ouvert la possibilité d'avoir des chercheurs et des personnes qui pensent en dehors de la boîte. Parce qu'en la santé, on parle toujours de l'offre de services et ce qu'il faut donner, mais on oublie la communauté, on oublie la culture, les comportements des personnes, les attitudes, les connaissances des pratiques ancestrales. Et donc c'était un défi, mettre les chercheurs anthropologues avec notre pensée économiciste, la pensée de combien ça coûte. Et donc je crois que c'est l'écologue, ça va nous donner des pistes pour pouvoir avancer dans la direction correcte. Je crois que les chercheurs ont recommandé la planification de la CSU bottom-up et avec les agents communautaires et des différents aspects de la communauté de base. Et ça marche bien avec la pensée de commencer petite avec une assurance de la CSU des objectifs numéro 6, de donner un socle de couverture de santé de base et que l'État s'engage. Donc c'est ça que maintenant on doit tous aller dans le même sens et je crois que l'écologue va pouvoir influencer les décideurs. La réaction des pouvoirs publics, en tout cas à l'annonce, des politiques, à l'annonce de ce colloque a été extrêmement positive. Et je crois que encore une fois, toutes les discussions, tous les débats, toutes les thématiques qui ont pu être verbalisées cette semaine sont autant d'indicateurs, des interrogations que peuvent avoir les citoyens malagasy, autant d'interrogations de la part aussi des professionnels de santé sur comment faire peut-être un petit peu différemment, comment mieux faire, et que le politique y est bien entendu sensible.
Là, c'était une première expérience. Je pense que quand même, sur 3 jours, on a pu parler de nombreuses problématiques. On a étayé un petit peu de nombreux sujets. Et peut-être qu'une prochaine expérience serait de choisir un sujet plus particulier en anthropologie de la santé qu'on pourrait travailler sur 1 ou 2 journées, voilà, plus ciblées. Voilà. Juste pour rajouter, on avait reçu tellement de propositions qui étaient intéressantes au départ. Sachant qu'on voulait faire dialoguer vraiment aussi bien les acteurs en santé, les communicants nationaux que les communicants internationaux. On a voulu faire un programme qui agençait le mieux tout ça, mais effectivement, ça a été un challenge de garder un bon timing. Et peut-être qu'on y aurait gagné de faire une 4e journée et faire des conférences plus longues pour laisser plus de temps encore au débat. Mais bon, après, l'objectif, c'était de susciter des pistes de réflexion et je pense que ça, on y est arrivé. La figure du pauvre, c'est le mendiant. S'il a de la chance, il a le temps pour attendre. Plusieurs étudiants sont venus me voir après les conférences en me disant mais vraiment merci. Là, on a vraiment compris grâce aux conférences des conférenciers internationaux ce qu'est l'anthropologie, comment on peut travailler. Et vraiment, c'était un apport important pour eux. Et même des étudiants que je ne connaissais pas sont venus me dire ça aussi. Donc je pense que vraiment sur ce point-là, ça a bien fonctionné, oui. Il va en rester d'abord bien également le film de toutes les interventions, d'interviews qui ont été faites avec la majorité plutôt des grands intervenants, des enseignants chevronnés, on va dire. Et je voudrais insister sur 2 points que nous n'avons pas abordés. Il y a d'abord eu la présence quand même des autorités, puisque le ministre est venu hier. Il y a eu également 2 débats qui ont traversé et qui vont peut-être être repris justement, et ce sera important pour les pistes futures. Il y a eu 2 débats qui peuvent tourner autour de la rencontre entre l'épidémiologie et l'anthropologie de la santé, avec, on va dire, toujours ce débat science dure, science entre guillemets molle, dont on qualifie à tort les sciences sociales, mais peut-être un souci de rencontre et une difficulté de parler peut-être le même langage. L'épidémiologie comme la médecine étant basée maintenant sur tout ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine fondée sur les preuves, et l'envie aussi de peut-être mieux cadrer l'anthropologie avec des déterminants, mais peut-il y avoir une evidence-based anthropologie? Ça, c'est extrêmement compliqué. C'est un débat qui a traversé, qui était extrêmement intéressant. Ça, et puis aussi, comment se servir de cette science, de ce qu'on a travaillé au cours de ces 3 jours, pour le traduire en amélioration de la santé, en amélioration des programmes de santé. C'est une demande forte des bailleurs, en particulier autour de la couverture santé universelle. C'est vrai qu'on pense le colloque comme le démarrage de quelque chose, d'un réseau de chercheurs, de nouvelles pistes de recherche qui seront approfondies au travers de programmes peut-être pluridisciplinaires qui mettent en jeu les acteurs de santé, les différentes institutions et bien sûr les anthropologues locaux. Et en termes de formation aussi, ce qu'on aimerait, c'est développer une formation, alors on ne sait pas encore sous quel format, comment, mais en anthropologie de la santé, parce qu'il n'y a pas de formation en anthropologie de la santé à Madagascar et on voit bien que ça manque vraiment, parce qu'il y a une demande des étudiants, il y a une demande de toutes les institutions et ce serait vraiment utile. Donc ce serait ça un petit peu aussi notre objectif. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il y avait des représentants d'universités et puis pas mal d'étudiants en anthropologie qui, je pense, feront les relais auprès de leurs responsables. Et il me semble que c'était clair, la demande était claire de tous les côtés, d'approfondir, de renforcer. Et peut-être via la contribution des conférenciers, on ne sait pas, peut-être qu'il y en a un qui se prendra d'amour pour Madagascar et décidera de venir donner des cours ou des choses comme ça. Je vais vous dire quand même tout le plaisir que j'ai de dire ces quelques mots de clôture au nom de l'ambassade de France pour ce premier colloque francophone et international d'anthropologie de la santé à Madagascar. Je crois qu'on peut déjà, il suffit de regarder la salle, le niveau d'énergie qu'on sent même au bout de ces 3 jours souligner son succès, tant en termes de participation que de niveau et de qualité des différentes contributions qui ont été parfaitement synthétisées par Yannick Jaffray à l'instant. Ce colloque qui interroge nos pratiques à tous, certainement, et qui, on l'espère, débouchera peut-être aussi. Il faut rêver un peu sur une action publique plus efficace, nourrie par la recherche, et c'est, il faut l'avouer, souvent ce qui nous manque aussi dans nos pratiques de coopération, il faut bien le reconnaître.
Je me permettrai de dire au nom de l'ambassade de France que ça nous renforce aussi notre volonté de demeurer le principal partenaire de Madagascar en matière de coopération de recherche. Je crois que c'est vraiment essentiel, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans cet événement, pour l'avenir de ces pays. Et là, ce colloque en a une parfaite illustration là encore. Pour parler aussi au nom de l'Institut français de Madagascar, ça nous renforce évidemment dans notre volonté de demeurer dans notre rôle de diffusion de la culture scientifique à Madagascar, et ici à son plus haut niveau, bien évidemment. Enfin, c'est une parfaite illustration d'un partenariat efficace entre les trois organisateurs de ce colloque, l'Institut Pasteur de Madagascar, l'Institut de recherche pour le développement et l'ambassade de France. Je voudrais quand même saluer les différents partenaires et bailleurs de ce colloque. Ça a déjà été fait, mais il faut les remercier pour cette contribution. Les agences des Nations Unies, l'UNFPA, l'OMS, l'UNICEF, USAID, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Agence française de développement, l'ONG Pivot, l'Union européenne, ainsi que l'appui technique, notamment du Centre de population de développement, de l'Université catholique de Louvain, de l'Université catholique de Madagascar. Et enfin, surtout en conclusion, je voudrais encore une fois, vous l'avez tous dit et c'est tout à fait légitime, dire un grand bravo à nos trois organisatrices, un grand merci, ainsi qu'à tous ceux qui les ont aidés. Merci. Merci. Bon, j'avoue que je suis complètement épuisée par ces 3 jours et surtout par les 12 mois, je pense, qui ont précédé l'organisation du colloque. Donc c'était une longue gestation. Les 3 jours ont été très intenses mais passionnants et vraiment, moi je suis très très heureuse de tous les échanges qu'il y a eu, comment dire, les débats, les rencontres, voilà. Il y a des personnes que je connaissais pas qui vivent à Madagascar, d'autres qui sont venues de loin et que je remercie infiniment d'avoir accepté si rapidement de venir. Et voilà, c'est de vraies rencontres, une aventure humaine aussi. Et j'espère qu'il va continuer parce que là, on voit bien que ça a débouché sur plein de questionnements, de pistes de recherche, un réseau, en tout cas j'espère des réseaux. Et puis voilà, j'espère que ça va déboucher aussi peut-être sur des formations, sur des actions concrètes. Donc c'est pas fini les filles, il faut encore, peut-être pas ce soir, mais voilà. Et en tout cas merci à tous les gens qui nous ont aidés, l'IPM qui nous a accueillis, mais vraiment qui nous a soutenus, aidés depuis le début. Bien sûr la représentation de l'IRD, l'ambassade de France. Et bon, tous les participants, nos invités, et je passe la parole à Kia qui va continuer, parce que là, voilà. Merci et à bientôt. Moi, je voulais remercier aussi toute l'équipe, parce que c'est vrai que si le colloque est né de nos 3 cerveaux, il y a eu tout un travail de fond à faire derrière. Et donc je voulais remercier plus spécifiquement la cellule Com qui a travaillé, mais vraiment qui a fait du super bon boulot au niveau de l'Institut Pasteur, qui nous a fait des affiches, des visuels magnifiques. Je voulais remercier Mam qui a géré un budget de manière exemplaire, c'était quand même très compliqué. Et puis Q, tout Elio, Can, tout, et puis tous les étudiants qui ont travaillé ces 3 jours-ci. Merci beaucoup. Je pense que l'ensemble a suffisamment remercié les organisateurs, les partenaires. Moi, j'ai envie de remercier les participants, les intervenants qui sont venus de loin, vous tous qui êtes là, qui depuis 3 jours êtes sur des chaises, certains debout. C'est vrai qu'on attendait peut-être un peu moins de monde, donc on est très ravis de ce succès. Je nous excuse aussi pour les participants qui n'ont pas pu parler, qui n'ont pas pu suffisamment poser de questions, qui n'ont pas pu suffisamment partager leurs expériences. Il y en a une qui m'a dit « mais c'est déjà fini, c'est trop court 3 jours ». Voilà. Alors que la majorité sont épuisés. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une demande, un besoin, et qu'il y a eu une réponse à cette demande. Ça veut dire que le besoin existe, et ce besoin de communiquer, de réfléchir ensemble. Et souvent, des fois, on dit à Madagascar, les choses ne se disent pas. Et bien là, on peut vraiment dire qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont dites. Il y a eu des rencontres, j'ai envie de dire même des frottements dialectiques. Et c'est vrai que c'était extrêmement passionnant. Voilà, donc je vous remercie tous et de votre patience et de votre compréhension pour les défauts. Et je vous dis à très bientôt.